Parole semée, parole partagée. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule l'émission d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine « Chercher la vérité ». C'est difficile la vérité. Ça l'a toujours été dans nos relations. Entre silence, mensonge, manipulation, c'est pas vrai, tu mens. Ça l'est encore plus aujourd'hui quand, par exemple, les réseaux sociaux nous présentent des conseils de soi-disant médecins dont personne ne peut vérifier s'ils le sont vraiment, ou quand l'intelligence artificielle ne nous permet plus de savoir si une photo ou une vidéo sont réelles ou ne sont que des montages. C'est difficile la vérité quand des chefs d'État se font élire alors que tout le monde sait qu'ils mentent. C'est difficile la vérité quand dans nos assemblées, dans nos collectivités ou nos associations, chacun pour triompher avance des arguments fallacieux. L'émission catholique Le Jour du Seigneur, du dimanche matin sur France 2, a choisi de traiter cette question de la vérité dans ses émissions du Carême 2025. Dans mon émission d'aujourd'hui et dans la suivante, je reproduis le magazine du Jour du Seigneur du 9 mars 2025, avec l'autorisation écrite des producteurs que je remercie infiniment. Cette émission porte sur la vérité en politique, et c'est bien intéressant qu'une émission chrétienne aborde cette question. Mais vous verrez que la manière dont les politiques traitent la vérité peut aussi concerner chacun de nous. Sur les chemins de ta vérité. C'est notre thème pour ce temps de carême. La vérité, rien que ça. Une notion qui pour nous chrétiens résonne avec cette parole du Christ « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Une notion aussi belle et absolue que maltraitée, particulièrement dans le champ du discours politique, pour lequel il faut désormais passer chaque information au crible du fact-checking. Aujourd'hui, le Jour du Seigneur ouvre le dossier. En politique, la vérité au second plan. Et oui, terrible constat, mais si dans le brouhaha médiatique et la violence des réseaux sociaux s'encombrer d'une démarche de vérité, de sa complexité, de ses nuances, de son côté moins spectaculaire, payait autant qu'un bon récit simpliste en 280 signes, rompant franchement avec toute objectivité, ça se saurait. Selon le Washington Post, Donald Trump, lors de son premier mandat, aurait prononcé 30 573 mensonges et il a donc été réélu. Cela pose donc une autre question, est-ce qu'au fond nous attendons de nos hommes politiques qu'ils nous disent la vérité ou voulons-nous plutôt qu'ils nous dessinent un monde imaginaire dans lequel nous voudrions nous replier? Comme disent les enfants, on dirait que c'est vrai et c'est notre dossier du jour. Un dossier qui va nous aider à nourrir notre carême avant la messe. Ça sera dans 30 minutes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du Jour du Seigneur, professeur à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol. C'est un laboratoire d'idées créé en 2004. Vous l'avez compris, guide-moi sur les chemins de ta vérité. C'est cette phrase tirée du psaume 24 qui a inspiré cette thématique de carême cette année. Pourquoi la vérité, qui pour nous chrétiens est si importante, on l'a vu dans l'éditorial d'Éric Paillet, est-elle si maltraitée par nos hommes et femmes politiques aujourd'hui? Je crois que spontanément, ce qui me vient à l'esprit, c'est que la politique, il s'agit de gouverner une multitude des existences très diverses, et pour les agréger, pour les réunir, il faut soit inventer un récit dans lequel tout le monde va se retrouver, mais qui sera peut-être mythologique, légendaire, ou mensonger d'ailleurs, ou bien essayer de faire avec la multiplicité des vérités. Ça dépend de quelle vérité on parle, bien sûr. La multiplicité des vérités, et en particulier en ce qui concerne les vérités politiques, parce que il y a une vérité, par exemple, qu'on peut poser en politique, avec laquelle, je pense, toutes les personnes qui nous regardent seront d'accord, mais si on va au-delà dans le monde, c'est pas sûr que ça marche encore, c'est que nous avons intérêt à nous mettre d'accord sur
une vérité qui est la manière d'être en désaccord. C'est-à-dire, jusqu'où peut-on exprimer un désaccord, quelle est la forme la plus intense du désaccord, et clairement, évidemment, rejeter toute violence et chercher une sortie lorsqu'il y a un désaccord, un compromis, une façon de discuter entre nous pour arriver malgré tout à un résultat. Si on est d'accord sur cette méthode, c'est déjà une vérité qui permettra ensuite de vivre avec nos disputes sur la vérité ou sur les vérités, mais de rester dans une vérité commune. Est-ce que le désaccord permet un moment de vérité ? Absolument, absolument. C'est une vérité que nous ne sommes pas d'accord sur des sujets très importants et que ça ne nous empêche pas de vivre ensemble. C'est ça la clé, je crois. La vérité, est-ce que c'est un terme avec lequel vous êtes très à l'aise, vous, personnellement, Dominique Régnier ? Non, pas du tout. Je ne suis pas à l'aise avec, effectivement. C'est un terme très puissant, hein. C'est un terme absolu. C'est un terme absolu. Hein. Déjà, vérité au pluriel, c'est pas simple. Vérité, je crois, a un sens que l'on peut comprendre dans le domaine scientifique, et encore, l'histoire des sciences montre qu'il y a des transformations. Enfin, il y a quelques vérités fondamentales dans l'ordre qui est le nôtre, dans cet univers-là. Par exemple, en physique, il y a des vérités qui sont admises, mais qui peut-être d'ailleurs seront modifiées. En revanche... en politique. En politique... Il y a une vérité de fait, par exemple ? Il y a des faits qui sont des vérités, que parfois nous avons d'ailleurs du mal à affronter, mais il y a aussi parfois une difficulté à dire que c'est pas nécessairement une vérité, ou la vérité, c'est une convention qui nous permet de vivre ensemble à peu près pacifiquement, parce que nous ne pouvons pas atteindre la vérité. Mais en politique, je voudrais préciser ce point, la vérité est parfois utilisée comme une idéologie totalitaire qui écrase tout le monde et oblige, dans un système très répressif, à suivre la même propagande, etc. Donc c'est souvent invoqué. Ça peut être ambivalent. Ça peut être très ambivalent. On dit aujourd'hui qu'on est entré dans une époque de post-vérité, on entend beaucoup ce mot-là. Circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. C'est très, très intéressant cette définition du dictionnaire, tout simplement. En quoi elle se vérifie très concrètement dans le monde politique ? On a entendu dans l'éditorial, par exemple, ces milliers de mensonges pour être élu de Donald Trump. Absolument. D'abord, je remarque une chose, c'est qu'il y a une définition, donc une vérité de la définition. Déjà, c'est vrai. On a besoin de s'accorder sur qu'est-ce que c'est que la post-vérité. C'est déjà une mise en abîme. Pour pouvoir en parler. Tout à fait. C'est une obligation. En fait, c'est le langage qui nous oblige à la vérité. Parce que sinon, on va utiliser l'expression un peu à tort et à travers. On va dire, chacun va mettre sa réalité derrière. De manière générale, on dira après. Et cette définition, elle correspond à la réalité. Elle correspond à une politique aujourd'hui. Voilà, à une réalité historique. Oui. Je ne dirais pas d'ailleurs que c'est nouveau, par contre. D'accord. La manipulation, la propagande, le mensonge, c'est même de toute éternité dans le domaine de la politique et partout. Donc, ce qui fait la différence, et c'est pour ça qu'il faut quand même parler de cette époque de post-vérité, c'est que théoriquement, normalement, dans nos sociétés de progrès, informées, formées, démocratiques, où chacun peut parler, chacun peut agir pacifiquement pour défendre ses idées, etc., on ne devrait pas avoir un problème de ce type. Il y a une presse libre, il y a des journalistes, il y a des universitaires, il y a des élus, il y a des citoyens, des associations. Enfin, on devrait pouvoir se mettre d'accord sur des vérités ou se mettre d'accord sur la contestation. Et pourtant, certains utilisent ces médias, ce système de liberté, pour asséner des mensonges. Regardez une photo. C'est assez intéressant, elle date un peu, on est en 2003. Colin Powell, secrétaire d'État américain, montre cette fiole dans laquelle il y aurait eu de l'anthrax pour prouver un mensonge, c'est-à-dire qu'il y a des armes de destruction massive en Irak, et c'est ce mensonge qui change l'histoire en partie du monde, puisque les États-Unis interviennent militairement en Irak, on connaît la chute de Saddam Hussein, toute cette déstabilisation du Moyen-Orient, c'est un mensonge qui, quelque part, a changé l'histoire. C'est une manipulation qui cherche à agir, comme le disait tout à l'heure la définition du dictionnaire que vous montriez d'Oxford. C'est une manipulation qui cherche à peser sur les esprits, à préparer les esprits à une action, l'intervention qui va avoir lieu, à justifier l'intervention. Mais on a d'autres exemples encore plus récents, lorsque le président Poutine explique que c'est l'Ukraine
qui a déclenché le conflit. C'est un mensonge éhonté et qu'il impose très simplement, lui, par la force. C'est-à-dire, c'est comme ça, vous l'admettez, ou bien vous irez en prison, sinon pire. Donc, c'est une espèce de bataille presque permanente. Encore une fois, c'est significatif que ça nous arrive à nous maintenant. Parce qu'on a quand même l'impression que c'est moins grave de mentir aujourd'hui qu'il y a 30, 40 ans, 50 ans. On a l'impression qu'aujourd'hui, on le voit avec Donald Trump, mais on le voit aussi à l'Assemblée nationale, en France, partout. On ment et c'est pas grave, on vérifie pas les mensonges. On n'a pas le temps. C'est frappant aussi, la numérisation, le numérique, Internet, etc., la numérisation du monde crée une sorte d'océan de messages, du point de vue d'opinion, et on est presque noyé, saturé. Le temps de... D'ailleurs, les manipulateurs, ce que fait Trump, il parie là-dessus, systématiquement. C'est-à-dire que je vais dire quelque chose de faux. C'est très documenté, ça. Le temps que vous l'identifiez, de toute façon... On est passé à autre chose. Passé à d'autres mensonges, d'ailleurs. Et c'est pas grave. Du coup, on lâche prise. Mais pour nous, chrétiens, je trouve que c'est important. C'est-à-dire que la vérité est aussi une vertu. Et aujourd'hui, on a le sentiment que collectivement, cette vertu, on l'a perdue. On peut pas laisser filer la vérité, l'exigence de vérité, le souci de vérité. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir. Arriver à la vérité, c'est compliqué, mais le souci de vérité, c'est une exigence. Si on renonce à ça, c'est fini. C'est la violence qui est au bout, mais c'est certain. La violence pure, la violence terrible, celle que l'histoire produit régulièrement. Il y a un mot aussi qu'on entend beaucoup. Tout à l'heure, vous parliez de récit. Ce qui était important, c'était le récit d'avoir une histoire à raconter, en tout cas un récit. Il y a un mot qu'on voulait vous montrer, c'est le mot de grand remplacement qu'on entend tout le temps. Donc c'est une théorie fumeuse qui est née dans les années 2010 à l'extrême droite pour évoquer, pour nous dire que voilà, les minorités vont remplacer la majorité aujourd'hui actuelle, en tout cas de population ethnique, culturelle. Est-ce que là, on n'est pas aussi dans quelque chose où on tronque la vérité? Alors moi, c'est un cas compliqué ça, parce que moi je considère que le grand remplacement est une idée manipulatrice, mensongère. Voilà. Il y a un plan dans cette idée. Mais ça s'appuie sur quelque chose mais que la réalité, de réel. La réalité, et c'est là que nous sommes coupables, la réalité, c'est qu'il y a ce que moi j'appelle une recomposition ethnoculturelle, par les effets de la démographie, et si nous ne parlons pas de cette recomposition ethnoculturelle, de ces difficultés, de ces effets, si nous sommes muets là-dessus pour différentes raisons, nous favorisons l'émergence de théories dangereuses. C'est ça, non, alors... nous sommes aussi impliqués dans la production des mensonges. Bien sûr, mais là, on a une histoire en deux mots, quoi. Une grande histoire qui se raconte en deux mots. Avec un plan. Avec un plan. Dès qu'il y a un plan, et voilà. Donc c'est la structure du complotisme, mais nous devons tous regarder la vérité en face. Une autre citation, maintenant, regardez, lorsqu'un certain nombre d'individus en viennent à colporter des fictions comme s'il s'agissait de faits réels, la société est atteinte dans ses fondements. Voilà ce que dit la philosophe Myriam Revaud-Dallon. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose de fondamental dans ce qui est dit? Je dirais que pour nous, collectivement. Oui, je suis d'accord. Oui, vous avez raison. C'est la continuation du propos que l'on vient, enfin, de l'échange que l'on vient d'avoir. C'est-à-dire que au bout de ces post-vérités, de ces fictions, de ces mensonges colportés qui se diffusent, il y a même l'impossibilité du langage. C'est ça. On ne peut plus. Il faut bien, par exemple, d'ailleurs le dictionnaire, c'était très bien d'avoir cité un article du dictionnaire, il faut bien que nous ayons un accord sur l'idée qu'il y a une vérité du sens des mots, et nous finirons par perdre l'accord sur la vérité du sens des mots, donc la convention qui nous permet d'échanger. C'est pourquoi, à force de ne pas pouvoir échanger, parce que les mots n'ont plus de sens, plus de vérité, nous passerons à la violence. Ce qui est terrifiant comme perspective. Ah ben c'est une mécanique qui ne peut pas manquer de se produire. Alors pendant notre carême, Dominique, où je vous rappelle, nous nous intéressons bien sûr au chemin de vérité, je vous propose de retrouver chaque dimanche le frère dominicain Lionel Gentric. Nous lui avons demandé de choisir une figure biblique ou historique qui se saisit d'une manière ou d'une autre de cette grande notion de vérité. Regardez. Oui, nous parlons ce matin de la vérité politique et de ses contrefaçons. Bon, que les puissants, les tyrans en particulier, manipulent les récits, jouent avec la vérité selon leurs intérêts, c'est pas nouveau. On en trouve des traces jusque dans la Bible. Dans le livre de l'Exode, par exemple, pensez à la puissance du déni de Pharaon qui tient bon, résiste malgré la force des fléaux qui s'abattent sur son peuple.
il n'a qu'une idée, de refuser au peuple hébreu la liberté à laquelle il aspire. Dans l'évangile de Matthieu, cet Hérode le Grand, qui est un petit peu la figure du nouveau pharaon, Hérode le Grand avait un problème, c'est qu'il n'était pas juif d'origine, et qui a tout mis en œuvre jusqu'à se présenter comme le défenseur de la foi juive pour se racheter en quelque sorte une réputation. Manipulateur de première classe, menteur, extrêmement violent, paranoïaque, il n'a pas hésité à faire tuer sa propre femme. Pensez aux mots d'Hérode le Grand aux mages alors que ces derniers s'apprêtent à partir pour Bethléem. Allez vous renseigner sur l'enfant afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Mensonge, mensonge. L'intention d'Hérode, c'est de faire tuer l'enfant. Et l'enfant ne survivra que par la fuite en Égypte. Oui, comme quoi, en effet, la manipulation n'est pas nouvelle. Comment vous interprétez ces manipulations, ces mensonges qui sont racontés dans la Bible ? L'une des grandes questions à laquelle nous sommes confrontés, en tout cas c'est une réaction que je pourrais avoir ici, c'est le fait que les humains ne reculent pas devant l'amoncellement du pouvoir, l'accumulation du pouvoir. C'est un moteur, ça. C'est un moteur, c'est un véritable délire, hein, où l'on cherche à avoir le plus grand pouvoir possible et de plus en plus. Et dans le délire, on perd pied par rapport à la réalité, à la vérité, quoi. Oui, et puis on est prêt à tous les mensonges, à toutes les manipulations. Et c'est en ce sens que la quête de puissance, la quête de pouvoir que contient la politique, peut détruire toute vérité, toute possibilité de vérité, alors que la politique doit être fondée sur la vérité. Donc c'est toujours cette espèce d'antinomie, de dialectique entre une chose et son contraire. Et je pense que l'intérêt de cette évocation-là, c'est de considérer qu'on a besoin d'une puissance personnelle, chacun, je dirais spirituelle au sens de l'esprit, pour que chacun puisse juger de ce que devient la politique comme individu membre de la communauté et essayer de prévenir des bouleversements et des évolutions de ce type. Vous êtes abattu quand vous voyez la qualité des débats à l'Assemblée nationale, par exemple, oui, aujourd'hui ? C'est une très grave évolution des choses parce que ce sont nos représentants, formellement, hein, nous les avons élus pour nous représenter, pour discuter et faire la loi et contrôler le gouvernement en notre nom. Et ils ne nous représentent pas quand ils sont comme cela. Nous ne les avons pas élus pour cela. Donc c'est une trahison du mandat et une véritable trahison de l'idée démocratique. Vous parliez de la question spirituelle. J'aimerais vous faire réagir à des propos du pape. La création continue et la diffusion de fausses nouvelles non seulement déforment la réalité des faits, mais finissent aussi par déformer les consciences en suscitant des perceptions erronées de la réalité. Déformer les consciences. Là, il y a quelque chose même profond en nous qui se joue. Absolument. Ce sont et d'ailleurs, ce sont des choses qui sont maintenant observées par les neurologues, etc. C'est-à-dire que le cerveau finit par se modifier lui-même, notamment sous l'effet de ce qu'on appelle les deepfakes, vous savez, les vidéos qui ressemblent à de la réalité qui n'en sont pas, et qui ont des conséquences sur les consciences qui regardent ces images. Des fausses images nous impactent en profondeur. Et donc, en effet, nous avons là une transformation fondamentale et par certains côtés, chez des individus, irréversible pour leur existence. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on peut être tenté aussi de... se dire qu'un mensonge, c'est peut-être pas plus mal. On ne veut pas toujours entendre la vérité, nous-mêmes. Est-ce qu'on a toujours envie de l'entendre, la vérité ? Alors, moi, je dirais que s'il s'agit de petites choses de la vie, si je mets de côté les omissions ou l'euphémisation, par exemple, quelqu'un qui vous dit comment ça va, si vous n'allez pas bien, vous n'allez pas lui dire ça va pas, vous allez dire ça va. C'est une forme de mensonge, finalement. Mais si on prend ça au sérieux, je pense qu'il n'y a rien d'autre que de la destruction dans tout mensonge. Je fais la part avec les petits mensonges que j'ai évoqués à l'instant, même si c'est le commencement de la même chose. C'est intéressant. Et nous détruisons tout avec le mensonge, c'est certain. Et nous ne pouvons pas, nous le vivons avec, mais nous ne pouvons pas bien nous porter, je dirais, si nous sommes dans le mensonge. D'où le besoin d'être vrai, de retrouver une certaine forme de vérité en politique. Comment on est vrai en politique ? Vous-même, vous avez été tenté à un moment donné par la politique. Vous avez été candidat pour des élections régionales. Est-ce que vous aviez ce souci d'être vrai ?
Moi, j'avais un souci principal qui était d'essayer de faire des choses. Et donc, il y a une forme de vérité dans l'objectif qui est d'essayer d'atteindre une position sociale, une fonction élective, qui vous donne le droit d'agir pour... Voilà, il faut être modeste, j'emploie beaucoup de grands mots, etc. Mais pour le bien commun, contribuer, faire qu'à la fin, on dira, tiens, c'est plutôt mieux parce qu'il y avait ça qui n'était pas réglé, maintenant c'est réglé. C'était ça l'élément qui me paraissait du faire, de l'action. Donc ça reste pour la politique un élément très noble et très nécessaire. C'est pour ça qu'on peut retrouver la vérité en politique, parce que pour être un petit peu optimiste ou avoir un peu d'espérance en ce temps de carême, vous, le spécialiste de la politique depuis des décennies, son observateur, vous en avez été aussi un acteur, comment on peut faire pour retrouver un langage plus vrai, une manière d'être en politique plus vraie? La première chose à faire, c'est précisément de dire la vérité sur ce que nous sommes. Hein. Je vais prendre un exemple pour l'illustrer. C'est un exemple qui n'est pas heureux, mais ça c'est un peu le propre des vérités difficiles à dire. Nous avons une situation de finances publiques qui est désastreuse. Catastrophique. Nous ne nous le disons pas vraiment. Nous ne le disons pas assez, non pas pour nous effrayer et nous mettre à tomber en dépression ou à être en colère, mais pour précisément identifier la nature du problème, comment nous pouvons y répondre, sur quelle durée, à quel titre faut-il y répondre? Pas simplement pour l'équilibre comptable, je veux juste ajouter ce point, mais bien sûr, essentiellement pour les générations qui arrivent. C'est un devoir absolu, et si nous ne l'abordons pas, si nous n'en parlons pas, eh bien, nous quitterons nos existences en laissant cet énorme fardeau. Débrouillez-vous. Fuis la réalité, fuis la vérité, là. C'est atroce. Donc la politique ne peut pas être grande et noble si elle fait fond là-dessus, c'est évident. Mais il faut dire que ça veut dire que les électeurs, enfin les citoyens, les citoyennes, doivent accepter cette vérité, accepter de l'entendre, de la voir, d'en faire quelque chose. Exactement. C'est l'autre part qu'on n'évoque pas assez souvent, je trouve. En politique, c'est la responsabilité des citoyens, des électeurs, ceux qui ont voté pour Trump, comme ceux qui votent pour des choses dont ils se plaignent ensuite. Si on ne vote pas, on est responsable, et si on vote sans être rigoureux dans son choix ou dans sa réflexion, tout ça est très difficile, mais c'est le lit de ces malheurs. Oui. Parce que les politiques ont mauvaise presse, mais finalement, il faut les aider. Il faut les aider, oui, mais il faut qu'ils nous aident à les aider aussi. Pas mal, ça. Parce que quand même, ils ne font pas beaucoup d'efforts pour porter des discours de vérité parce qu'ils craignent d'en subir les conséquences. C'est-à-dire, c'est quoi les conséquences électorales? Électorales. Tout simplement. D'impopularité, même parfois, c'est simplement l'image qu'ils ont peur de dégrader. Hein, donc c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce que vous leur conseillez aux politiques qui sont dans cette course effrénée? Très franchement, le meilleur conseil, très franchement, c'est de dire la vérité. Là. Et quitte à perdre, enfin, soyez grands, dites la vérité. Partez sur un échec, mais avec le panache de la vérité, qui sera utile, parce que ça va quand même aider les esprits à s'ouvrir. Mais si c'est pour partir sur un tour de passe-passe, une dissimulation, une omission, c'est accablant. On vous a préparé, Dominique Régnier, vous le savez, un petit questionnaire sur la vérité. Nous allons poser ces questions à chacun de nos invités pendant le carême. Quelle est, Dominique Régnier, la vérité qui vous dérange? La vérité qui me dérange, alors je fais le lien avec la politique, c'est la nécessité de l'État, d'un État. Parce que c'est une vérité que sans un État, aujourd'hui, nous allons nous entretuer. Nous allons avoir des rapports de force terribles. Il faut en prendre soin de ça. Des gens qui seront écrasés, d'autres qui vont dominer. On est obligé d'avoir un État. C'est une vérité. Et moi, c'est une vérité dont j'ai un peu honte. Sans la police, nous n'arrivons pas à rester ensemble. J'aimerais un peu plus de ministère de l'Intériorité sans ministère de l'Intérieur, si vous voulez. On pourrait vraiment... C'est intéressant, la nuance. Ouais. C'est ce qui nous manque. C'est-à-dire la capacité seule de pouvoir... les uns et les autres, c'est un idéal, mais c'est quand même, je pense... C'est bien d'essayer de tendre vers ça. Je pense que c'est, philosophiquement, en tout cas pour ma part, c'est ce que je trouve de parfait comme accomplissement. Quel est le mensonge, cette fois, qui vous arrange? Alors, On connaît tous le mensonge dans la vie. Oui, je peux reprendre l'exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais dire à quelqu'un que je ne suis pas libre pour un rendez-vous. Ça, c'est un exemple. C'est pas un petit exemple, c'est un mensonge. Je suis libre, mais je lui dis que non. Ça m'arrange parce que j'ai pas envie ou je ne peux. Enfin, j'ai pas envie. C'est là qu'il y a le mensonge. Je ne lui dis pas. C'est difficile, mais je ne lui dis pas. Par contre, je maintiens que ça, en fait, c'est un mensonge qui va me déranger en réalité, qui va me défaire, qui va contribuer à détruire ce que je dois être.
Un lien à vous-même. Oui, parce que je mens. Et un lien à l'autre. Et je mens, je dissimule, enfin oui, on le fait tout le temps, ça m'arrange. Mais si je le prends au sérieux, et c'est à prendre au sérieux, c'est le début d'un processus qui consiste à défaire les choses, à commencer par soi-même. Il n'y a pas de pieux mensonge, finalement. Il n'y a pas de pieux mensonge, non. Enfin, quelle est votre figure de vérité ? Vous avez eu du mal à répondre à cette question. Vous envoyez les questions. Non, mais j'ai eu un mal fou, mais c'était avant cette émission. Un mal sain, si je puis dire, S-A-I-N, au sens où ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'ai récusé des visages de personnes connues qui me venaient à l'esprit. Et finalement, l'idée m'est venue de vous répondre par des enfants qui jouent joyeusement. Voilà, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, qui est plus proche de ce que je ressens, c'est-à-dire la vie et la joie. Et de la spontanéité. Et voilà. Et ça, je pense que c'est une belle illustration. Je pense que c'est une des plus fortes qu'on puisse imaginer, en tout cas pour moi, de la vérité. Très rapidement, pour conclure, j'aimerais vous faire réagir à cette phrase, bien sûr, qui inspire notre carême. Et guide-moi sur les chemins de ta vérité, inspirée du psaume 24. Comment elle vous parle, cette phrase ? Nous sommes dans un désarroi, nous sommes perdus, elle parle bien aujourd'hui, hein. Nous sommes perdus et nous avons besoin de trouver le chemin, voilà, qui nous sauvera, chacun utilise le mot comme il le veut. Il y a de l'espérance là-dedans. Il y a de l'espérance, mais ça veut dire aussi que nous sommes perdus, hein, et nous avons besoin d'un guide, hein, voilà, et ça c'est absolument contemporain comme pensée. Merci Dominique Régnier.